Espace TV, le 22h. Vous suivez Espace TV, merci de votre fidélité. Bienvenue dans le 22h, dont voici les principaux titres. Réaction au lendemain de l'attaque du cortège de Cellou Dalein Diallo en Haute-Guinée. Le leader de l'UFDG parle d'un coup ourdi par le camp présidentiel et appelle ses sympathisants à la retenue. Et puis face à ce climat de violence verbale et physique, le Conseil économique et social hausse le ton. Cette institution se fait la voix d'une logique de mise en garde contre les fauteurs de troubles. Enfin, nous ne dérogerons pas à la règle ce soir. Vous aurez droit à votre grand format dans la rubrique Notre angle, centré ce soir sur les violences basées sur le genre qui se sont accrues en Guinée, un accroissement des cas imputables aux restrictions des libertés dues au coronavirus. Voilà pour le décor. Bienvenue à toutes et à tous. Cellou Dalein Diallo est revenu sur sa mésaventure en Haute-Guinée alors qu'il était attendu par ses militants cancans. Son cortège a été contraint de rebrousser chemin dans la localité de Tokounou dimanche dernier. Ce lundi, il a animé un point de presse à Mamou pour réagir sur cette actualité. Algassimou Yaliba, El Haj Aliouba depuis la ville Carrefour pour plus de détails. Après les événements de Cancan où l'équipe de campagne de l'UFDG a été sommée par des militants du RPG de rebrousser chemin, Cellou Dalein Diallo exprime sa déception. Et vous étiez d'accord avec moi qu'il fallait prendre la décision qu'on a prise pour éviter les confrontations. Mais malheureusement, à Farana, ils avaient donc téléphoné pour dire que notre siège arrive, il fallait attaquer, notre cortège arrive et qu'il fallait l'attaquer. Donc notre cortège n'a pas échappé. Il y a eu des voitures qui ont été donc agressées, attaquées. Et il y a eu beaucoup de pare-brises qui ont été brisés. Le succès de notre tournée en forêt l'a ébranlé, l'a déstabilisé. L'État ne se venge pas. Ces véhicules ont été touchés par des projectiles lancés par des jeunes à Farana. Ce chauffeur s'en sort indemne. Personne n'est blessé, simplement que la voiture est endommagée parce que vous-même vous avez vu les premières pierres qu'ils ont lancées au-dessus de la pare-brise et voici certaines pierres. Vous avez même vu les preuves du chemin que je me suis fait dans la brousse. Vous avez vu parce que le pare-choc est endommagé aussi. Alpha Asiaba est l'un des journalistes qui accompagne Cellou Dalein pour couvrir sa campagne électorale. Il était dans ce deuxième véhicule. Il y a eu des échanges. Moi-même, je me suis présenté en eux pour dire que c'est une équipe de journalistes qui est dans le véhicule. Il y a un qui a répondu qu'il s'en fiche de ça et il y a les effigies de l'IFDG sur le véhicule. Donc, ce n'est pas leur problème. Ils ont jeté la bouteille d'essence à l'intérieur. L'intention était de taper notre chauffeur sur le visage. Heureusement, il a pu esquisser la bouteille. Pas de mesure de représailles. Il ne faut pas aller dans la logique de Alpha, celle de la violence. Il faut que les gens se calment et fassent preuve de retenue et de responsabilité. L'équipe de campagne est arrivée dimanche dans la ville Carrefour à Mamou, où elle a passé la nuit avant de poursuivre le chemin vers d'autres localités. Dans le même sillage, l'UFDG soutient que les incidents de la Haute-Guinée visaient personnellement son leader. Le chargé de la communication du parti appelle néanmoins ses militants à ne commettre aucun acte de représailles. Le RPG arc-en-ciel, le parti au pouvoir, quant à lui, nie toute implication dans ces accrochages et demande l'ouverture d'une enquête judiciaire. André Mossier Milimono, Abaka Keke Bangura. Leur souhait, c'est de créer la même chose qu'en 2010. C'est d'aller dire, le Premier ministre a été attaqué à l'Abbé, et il faut attaquer Cellou en Basse-Guinée, et il faut empêcher à Cellou de faire la campagne en Haute-Guinée. L'objectif, c'est ça. On se rappelle encore de cette phrase du vice-président de l'UFDG en réaction aux attaques contre le cortège du Premier ministre à l'Abbé, comme pour dire qu'il fallait s'y attendre. L'UFDG pointe un doigt accusateur sur le président Alpha Condé, qui aurait recruté des mercenaires pour empêcher son candidat de faire sa campagne en Haute-Guinée. C'est une tentative d'assassinat parce que les officiers de police et de gendarmerie qui ont été commis à la sécurisation du chef de l'île l'ont abandonné pour prendre la direction de Kissidougou. Et sur le chemin de Farana, c'est un vrai guet-apens qui a été monté. Nous accusons le chef de l'État qui est candidat du RPG. Nous n'accusons personne.
parce que rien ne peut se faire en Guinée comme cela se fait aujourd'hui s'il ne donne pas ses propres bénédictions. Ousmane Gawal Diallo appelle tout de même ses militants à la retenue, car il estime que la vengeance n'arrange rien. Nous disons que malgré la douleur et la colère que nous ressentons par rapport à cette attaque perpétrée contre le chef de file, nous demandons à nos militants de garder la sérénité, que nul ne se donne le droit de se venger, que nul ne se donne la mission de venger Cellou Dalein, que chacun reste calme, serein et de se préparer au vote du 18 octobre. C'est tout ce qui nous concerne. Le parti au pouvoir, lui, nie toute implication dans cette affaire. Domani Doré parle de suite logique des événements passés au Fouta. Elle demande l'ouverture d'enquête pour retrouver les coupables. Absolument, le RPG Arc-en-Ciel n'a rien à voir avec ça. Le RPG Arc-en-Ciel attend les conclusions justement d'un processus qu'on appelle les enquêtes. Mais ce qu'on ne pouvait pas éviter justement, c'est de faire comprendre à M. Cellou Dalein que le bon sens aurait voulu, l'aspect patriotique aurait voulu, que sachant ce qui est arrivé en Moyenne-Guinée, il y aurait certainement un effet boomerang en Haute-Guinée. Selon une enquête de CERF, plus de 90% de la population pense qu'il y a des risques d'affrontement avec ce processus électoral, soit avant, pendant ou après le vote. Et puis ce lundi, la ville de Kankan était en ébullition. Des violences visant les partisans de l'UFDG ont fait des blessés, de nombreux dégâts matériels. La tension était vive toute la journée de ce lundi. Des boutiques, des magasins ont été vidés de leur contenu. Je vous proposerai quelques images non exhaustives sur l'ampleur de la violence qui a secoué certains quartiers du Nabaya avant la fin de cette édition d'information. Après les violences enregistrées à Kankan et Dalaba, le Conseil économique et social hausse le ton et entame une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est d'inviter les partis politiques, la société civile et les représentants de l'administration centrale et décentralisée à promouvoir la paix en cette période électorale. Cette campagne a été créée ce lundi en présence de plusieurs centrales syndicales, les confessions religieuses, des représentants de l'État et des activistes de la société civile. Alceni Bari, Yacouba Traoré, c'est ce compte rendu. Le Conseil économique et social est la quatrième institution après la présidence de la République, l'Assemblée nationale et la Cour suprême. Son rôle dans la consolidation de la paix et de la stabilité dans le pays est plus que nécessaire. Après les violences enregistrées lors de cette campagne, Rabia Toussera, présidente de la dite institution, interpelle et rappelle le rôle des autorités. Le rôle de l'État consiste à créer un climat politique et civil favorable au dialogue social et en mettant à la disposition un cadre institutionnel et juridique adéquat et des structures et processus pouvant résoudre des questions économiques et sociales importantes et encourager la bonne gestion des affaires publiques, favoriser la paix et la stabilité sociale. Parlant de la paix, on ne peut parler de la paix en occultant les droits de l'homme et du citoyen. La période électorale est un moment sensible, reconnaît la présidente du CES, raison pour laquelle elle invite tous les acteurs politiques, les militants et les activistes de la société civile à promouvoir la paix, seul gage d'une société harmonieuse. Nous devons, citoyennes et citoyens, militantes et militants des partis politiques, actrices et acteurs engagés dans ce processus de démocratisation, d'observer la plus grande retenue lors de la tenue des meetings et des mobilisations sociales. À cette occasion, il revient donc à nous Guinéennes et Guinéens de prendre un total engagement, traduisant par des actes concrets notre ferme volonté à cultiver l'esprit d'un dialogue franc et constructif et d'une justice sociale. La paix, c'est aussi l'affaire des artistes. André Flamy, le maître des mots comme il se qualifie, a rappelé les bravoures des Divancy, qui selon lui sont des références. Cette campagne de sensibilisation va commencer mardi à Ratouma avant de s'élargir dans d'autres municipalités de la capitale. Elles sont visibles un peu partout, ces bases d'animation politique installées dans la capitale guinéenne, Conakry, qu'il s'agisse de l'autoroute Fidel Castro ou de la route Le Prince. Les militants du parti au pouvoir et ceux de l'UFDG
ont occupé les points stratégiques des différents carrefours de la capitale. Contrairement à certains militants de l'intérieur du pays, ces jeunes militants ont décidé de faire leur campagne dans la cohabitation de façon pacifique, sans aucune difficulté. Ce lundi, l'une de nos équipes a fait le tour dans quelques bases installées dans la capitale. Ali Badra Kamara, Ibrahima Souri Kamara, reportage. Elles sont visibles le long des points stratégiques de la capitale. Ces différentes bases de quelques partis en lice pour l'élection présidentielle du 18 octobre. Cette cohabitation pacifique est le résultat de la prise de conscience de certains citoyens. Ce jeune militant de l'UFDG dit s'être installé ici au carrefour d'échangeurs de Dixine depuis le début de la campagne pour l'élection présidentielle. À quelques mètres de lui, ses frères ont érigé leur hangar. Eux militent pour le RPG Arc-en-Ciel. Il n'y a pas de discussion. On se comprend un peu. On se comprend bien. Sur la corniche de Landeria, dans la commune de Dixine, le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG attirent l'attention de la population. Maman Africa et son équipe militent pour le parti au pouvoir. La cohabitation entre les soutiens des deux principaux partis adversaires n'a souffert d'aucune controverse depuis le lancement de la campagne. Voilà. Nous, c'est les cousinats à plaisanterie. Les militants de l'UFDG peuvent venir comme nous pouvons partir ces jeux aussi. La politique passe et nous sommes voisins à vie. Lampadaire Plus, c'est le nom de ce chapiteau qui fait face à celui de Maman Africa. Ici, les militants des deux partis rivaux conviennent que la famille vient avant la politique. Nous sommes outillés aux éventuels de la politique. Nous, il n'y a pas la guerre entre nous. La politique nous est arrivée, nous sommes unis. Et cette union sera gardée pour toujours. À Kaloum, les espaces sont partagés entre le parti au pouvoir, l'UFDG, et le pacte de Makale Traoré. Les jeunes militants de ce quartier s'organisent à changer l'image de leur carrefour. Tous conscients des enjeux politiques, ils souhaitent juste une alternance. Mais tout ce qu'on veut réellement, nous voulons alternance. Parce que nul ne peut s'accaparer qu'un bien qui est à tous. Partout à travers la capitale, des militants ont érigé des tentes à l'effigie de leur parti politique en lice pour l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Certains sont même allés plus loin en taguant sur les chaussées le nom de leur parti. Toujours dans la ferveur de la campagne électorale, l'éléphant, la statue de l'éléphant Sili au rond-point de la Bellevue fait la une des réseaux sociaux à Conakry. Depuis quelques jours, les avis sont partagés sur la disposition des banderoles des différents partis politiques sur la statue. Certains citoyens condamnent avec la dernière énergie cet acte qu'ils qualifient de profanation. Antoine Dédé Onivogui, Amara Alexila. Nous sommes au rond-point de la Bellevue dans la commune de Dixine. L'image parle d'elle-même. Sur les réseaux sociaux, la plupart des internautes condamnent avec la dernière énergie et trouvent anormale cette pratique. Vous savez, l'éléphant, c'est la sagesse dans la force. Il faut qu'aujourd'hui, tous les Guinéens protègent cet éléphant. Parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont intelligibles. C'est ce qu'il faut dire aujourd'hui. Mais ce n'est pas en attachant des couleurs politiques ou des effigies aux couleurs des partis politiques, c'est pas ce qui honore cet éléphant. Je crois que c'est une atteinte grave à notre histoire, à notre habitude sociale aujourd'hui. C'est une vraie atteinte. Il faut que cet éléphant soit libéré. Selon eux, ils voient en cette image l'incarnation de la Guinée enchaînée, dans laquelle nous vivons depuis belle lurette. Je déplore cette action. Depuis que j'ai vu ça, moi-même, je me suis dit pourquoi la politique est différente de notre culture. Si nous faisons la politique, on doit la faire autrement, pas en profanant nos cultures. Par exemple, cette Sili n'a rien à voir avec la campagne électorale. Souvent à la base de conflits entre le RPG et l'UFDG, lors de la disposition des banderoles, ces citoyens interpellent les autorités en charge du patrimoine historique à plus de responsabilités. Cette statuette fait objet, n'est-ce pas, de profanation, de guéguerre politique. Ça nous craint. Nous craignons énormément à propos de ça et nous pensons que vraiment cet éléphant ne mérite pas d'être l'objet de toutes ces tracasseries-là. C'est pourquoi nous avons en tout cas interpellé les partis politiques, interpellé les citoyens, interpellé l'État pour que cet éléphant soit libéré
des emprises, n'est-ce pas, de toutes ces bisbilles politiques entre les différentes tendances sur la scène nationale. Et si c'est l'ARPT ou c'est la HAC qui doit gérer tout ça là, il doit partager équitablement, tous les candidats soient au même niveau, au même pied d'égalité pour qu'on laisse nos patrimoines bâtis tranquillement sans les mettre dans la politique. Avant de quitter les lieux, nous avons tenté de joindre quelques responsables de l'administration publique. En vain. SOS donc pour l'éléphant au rond-point de la Bellevue. Face à la montée des invectives, au message des politiciens qui se corsent, les citoyens penchent pour la prière et la lecture du Saint-Coran en vue d'apaiser les cœurs. L'initiative de l'association des communautés fortes d'Araponka dans le Kakandé à Bofa. Jeudi dernier, cette lecture du Saint-Coran permet aux filles et fils de la localité de se retrouver. Reportage Fodeouma Kamara Salifou de Foussissé. Cette rencontre des ressortissants et habitants d'Araponka de la préfecture de Bofa a connu la présence du ministre de l'Investissement et des Partenariats publics et privés, les sages ainsi que les jeunes de la sous-préfecture de Tamita. Objectif, implorer le Tout-Puissant pour le développement d'Araponka à travers la société minière évoluant dans la zone. Quand tu as des problèmes, tu dois te tourner vers les responsables. Mais faire des manifestations contre les sociétés minières n'est pas la solution à nos problèmes. Un être humain, si tu as des difficultés, il faut implorer la grâce de Dieu. Nous voulons la paix à Bofa pour que les richesses puissent profiter à tous les fils et filles de Araponka. Le président des communautés fortes d'Araponka invite les leaders politiques d'assumer leurs responsabilités en ce moment crucial afin de pérenniser la cohésion sociale dans le pays. Mais aussi, nous avons constaté que nous sommes dans une période très sensible de l'évolution de la vie de notre pays, c'est-à-dire l'élection présidentielle qui peut parfois être une occasion pour certains de mettre le feu dans le pays. Et nous ne sommes pas là pour ça. Nous nous inscrivons dans le cadre de raffermissement des liens d'amitié, n'est-ce pas? Surtout l'unité nationale, le tissu social doit être ressoudé pour que, après ces élections-là, que les Guinéens se donnent la main pour le développement de la Guinée. Le préfet de Bofa invite la population guinéenne à conjuguer un même verbe. La Guinée. Nous sommes vers les élections maintenant et d'autres pensent qu'après les élections c'est le feu, que Dieu nous préserve le feu en Guinée. C'est pourquoi la communauté de Araponka a jugé nécessaire d'organiser la lecture du Saint-Coran, implorer le bon Dieu pour que avant les élections, pendant les élections, après les élections, que la paix règne à tout moment. Le ministre chargé de l'investissement et des partenariats publics et privés et aussi parrain politique de la préfecture de Bofa pense que la population d'Araponka doit soutenir le professeur Alpha Condé. Tamita, qui est une des sous-préfectures de Bofa, qui a connu un développement ces 5 dernières années, surtout avec l'ouverture des mines, mais également des infrastructures qui vont avec. Donc ce qui veut dire que la région est en train de bouger. Et cette lecture de Coran a permis de réunir les fils et les filles de la contrée pour prier pour la paix, pour la quiétude sociale et le développement de tout Bofa. Cette lecture du Saint-Coran a pris fin par des prières et bénédictions pour renforcer la quiétude sociale dans le pays. Voilà, comme annoncé dans les titres, au moment où certains prient pour la paix à Cancan, l'heure n'était pas à la prière. Ce lundi, une usine de production d'eau potable a été incendiée. 3 véhicules réduits ensemble, d'autres dégâts matériels importants également dans le Nabaya. C'est une partie du bilan des violences qui ont éclaté dans cette ville. Des violences donc qui ont opposé les militants du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir, à ceux de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Je propose un pan du bilan de cette journée. Au moment que le cortège du leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée était bloqué ce dimanche à Tokounou, une sous-préfecture située à 100 km de la commune urbaine de Cancan, de vives altercations ont eu lieu entre les militants du parti au pouvoir et ceux du principal parti d'opposition sur le terrain. Des affrontements au cours desquels plusieurs motos appartenant aux militants de Selou Dalen Diallo auraient été brûlées par des jeunes qui arboraient des t-shirts jaunes symboles du RPG Arc-en-Ciel et plusieurs autres cas de blessés auraient été enregistrés dans le rang de l'UFDG.
Dans la soirée, le calme précaire est revenu dans le Nabaya. Un calme qui n'a été qu'un moment d'adoption de nouvelles stratégies de violence pour les deux camps adverses. Tôt dans la matinée de ce lundi, des heurts ont de nouveau éclaté entre les deux camps rivaux à Mobile, réputés être l'un des bastions incontournables de l'UFDG dans la ville de Kankan. Des violences qui ont abouti au pillage de certains foyers, restaurants et boutiques, à en croire des sources concordantes. Ce n'est pas tout. L'usine de production d'eau potable Hawagi 6 au quartier Missiran a été incendiée par des inconnus comme on peut le constater sur ces images amateurs et les 3 minibus qui s'y trouvaient ont été également réduits en cendres. Pendant ce temps, les militants du RPG Arc-en-Ciel étaient fortement mobilisés à la maison des jeunes Batomba où ils ont réservé un accueil chaleureux au Premier ministre Kassouri Fofana et sa suite. Pour l'heure, le même calme précaire est revenu dans la cité. Les différents centres commerciaux de la ville restent quadrillés par des forces de maintien d'ordre pour éviter d'éventuelles autres attaques et la paisible population, quant à elle, vit actuellement dans une psychose qui ne dit pas son nom en cette période de campagne. Une situation qui interpelle les autorités compétentes qui doivent tout mettre en œuvre pour limiter ces violences qui risquent de prendre de l'ampleur dans les jours à venir si rien n'est fait. Des images amateurs donc de notre correspondant Alpha Oumar Koïta depuis le... Et comme attendu, les animatrices présentatrices de la radio Espace Kakandé ont organisé vendredi dernier, 9 octobre, la première édition de la soirée de distinction des braves dames de Bokeh, un événement qui a connu la participation des grandes vedettes du pays. La cérémonie a connu un succès et la population de la ville s'est massivement mobilisée. Salifou Lifosisi, Bailoba. Cette première édition de la soirée de distinction des braves femmes de Bokeh a coïncidé à la date anniversaire de la commémoration de la disparition de Hadja Daloba Fofana à Dafo. Dans son discours, la présidente de l'association des animatrices présentatrices Aïcha Bangoura n'a pas manqué de saluer la bravoure des femmes de Kakandé. Mesdames et messieurs, pour terminer, nous rendons un hommage appuyé et mérité à Hadja Daloba Fofana, grand-mère du PDG du groupe Adafo Média, et à la sœur Kanida Mbakate pour leur dévouement exceptionnel pour la cause de Bokeh, car elles ont organisé la lutte et l'ont menée non pas par la passion, mais par la raison en défendant leur dignité et leur région. Pour sa part, le coordinateur des radios en région du groupe Adafo Média s'est félicité de la forte mobilisation des citoyens de Bokeh. Je suis comblé de joie qu'il est déjà 23 h. Je vois ce beau public qui est encore motivé pour fêter l'anniversaire de la disparition de Hadja Daloba Fofana avec le staff de la radio. Nous sommes vraiment contents et on ne peut que les remercier. Au cours de cette cérémonie de distinction des braves femmes initiée par les animatrices présentatrices d'Espace Kakandé, plusieurs femmes de Bokeh ont reçu des satisfecits. Franchement, ça a été grandiose. Surtout, j'ai eu une attestation de satisfaction. Ça me réjouit. Si aujourd'hui, les communicatrices de l'Espace Kakandé ont eu l'initiative de offrir ce spectacle en faveur des femmes guinéennes pour récompenser les braves femmes de Kakandé. Franchement, c'est une réjouissance. Pour rendre la fête plus belle l'année prochaine, les animatrices et présentatrices de la radio Espace Kakandé ont promis des surprises à tout le public de Bokeh. Mamadou Nouba souffre d'une fracture au pied depuis 2 ans, des traitements médicaux. Il en a fait ici en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone, mais en vain, d'après ses médecins, il lui faut une évacuation sanitaire pour un traitement adapté. Appauvri par ces années de traitement, il tend la main aux personnes de bonne volonté. André Moussiemi Limono, Abaka Kekebangora. Mamadou Nouba ne peut plus se tenir sur ses 2 pieds. Il marche à l'aide de cette béquille depuis 2 ans. Après plusieurs traitements, il ne s'est pas encore rétabli. Il nous explique comment cet incident lui est arrivé. Liberia. Awa, mi hebo itong accident auto tapila.
J'ai été accidenté par une voiture au Libéria. Après ça, j'ai subi 2 opérations chirurgicales qui n'ont pas réussi. Je suis allé en Sierra Leone aussi. C'est là-bas qu'ils m'ont dit d'aller en Europe si je veux guérir. Je suis revenu en Guinée, j'ai sillonné plusieurs hôpitaux, je n'ai pas trouvé de solution. Sa situation nécessite une évacuation sanitaire. Pendant ce temps, il vit des douleurs atroces jour et nuit, alors qu'un métal placé dans sa jambe continue de ronger son organisme. Le fer qu'ils ont placé dedans a des effets sur moi. Je ressens des douleurs partout dans mon organisme. Tant que je ne prends pas de pénicilline, chaque 2 à 3 jours, je reste paralysé. Je souffre trop, j'ai même peur que ça ne se termine par le diabète. Mamadou Nouba ne sait plus à quel saint se vouer. Il demande de l'aide de bonne volonté pour qu'il retrouve sa santé. Ils m'ont demandé un montant pour mon traitement à l'extérieur. Je ne détiens pas cet argent. Je lance un appel aux bonnes volontés. Aidez-moi, je vous en supplie. Je souffre beaucoup. Il continue de poursuivre les démarches, espérant qu'un bienfaiteur réponde à sa préoccupation. SOS donc pour Mamadou Nouba. Elles se passent sous carpe et pourtant leur cadence s'accélère et atteint des proportions inquiétantes. Mesdames et messieurs, je vous parle des violences basées sur le genre en Guinée. Dans le classement des violences, les agressions sexuelles, les coups et blessures arrivent en tête. Le phénomène s'est accentué avec le confinement dû au Covid-19. Très souvent, les victimes hésitent à porter plainte. Le poids de la tradition et de la religion passées par là, celles qui décident de briser le silence sont reçues par les services compétents dans des situations difficiles du point de vue psychologique. C'est le sujet de notre angle du grand format de la rédaction signé Mamadou Kalissou, Ibrahim Mansouri Kamara. Âgées respectivement de 9 et de 12 ans, ces 2 fillettes auraient été violées par un homme marié âgé d'une 60aine d'années. Les prédateurs sexuels sont prêts à tout pour assouvir leur libido. 2 petites filles âgées de 11 à 14 ans viennent de tomber dans leur guet-apens. Le présumé violeur de la fillette de 11 ans reconnaît les faits, mais il affirme avoir agi sous l'influence d'un stupéfiant. J'avais maux de ventre et puis ma tête tournait. Je n'ai pas fait le rapport avec elle. Je l'ai touché avec mes doigts. Selon une enquête réalisée récemment par le Fonds des Nations Unies pour la population, 70% des femmes guinéennes sont victimes de violences basées sur le genre. Les coups et blessures arrivent en tête avec 76% des cas. D'après le constat fait par le service de médecine légale d'Ignace Dine, entre 2008 et 2018, le nombre de coups et blessures reçus par les femmes est passé de 882 à 2928 cas par an. Les agressions sexuelles occupent la 2e place avec 12%. Ces 2 dernières années, les statistiques des consultations pour viol sont passées de 20 à 30%. Selon professeur Hassan Ba, la situation s'est aggravée pendant la période de confinement due au Covid-19. Par jour, son service recevait entre 15 et 20 personnes pour viol. Mais je crois que le plus important par rapport aux agressions sexuelles, c'est l'âge des victimes. Et malheureusement, dans 70% des cas, ces filles sont des filles qui ont moins de 12 ans, donc qui sont des filles prépubères. Donc, faites-vous une idée d'une consultation de 10 personnes par jour, consultation hospitalière, et ce que ça peut vous donner par an. Donc on a des chiffres annuels ici et qui, à mon avis, sont nettement au-dessus de ce qu'on peut voir dans les autres pays de la sous-région. La plupart de ces cas de viol sont exercés sur des mineurs. C'est le constat fait par l'Office de protection du genre, de l'enfance et de mœurs. Cette année, il a traité 148 cas de viol sur l'ensemble du pays. La majeure partie des cas de viol que nous traitons ici sont tous des mineurs. Toutes des mineurs. 7 ans, 8 ans. Vous avez même entendu parler d'un bébé de 7 mois.
À la gendarmerie, c'est la brigade spéciale de protection des personnes vulnérables qui traque les prédateurs sexuels et autres bourreaux des personnes sans défense. En 8 mois, l'unité a traité 67 cas de VBG, dont 37 cas de viol. 27 ont été déjà déférés devant les tribunaux. Les autres cas, c'est des cas d'abandon de famille, c'est des cas de vif qu'on appelle dans notre jargon vif, c'est-à-dire les violences intrafamiliales. Il y a aussi des cas de CBV. Très souvent, ces victimes d'agressions sexuelles sont reçues par les services compétents dans une situation très compliquée. Elles sont affectées physiquement et mentalement. Toute agression sexuelle est un cas. Nous, on est très révoltés lorsqu'on les voit. C'est aussi plus révoltant que lorsque tu vois les lésions commises chez ces enfants-là. Moi, je me suis posé la question sur l'état mental de ces auteurs d'agressions sexuelles. Parce qu'on ne peut pas raisonnablement comprendre qu'un adulte puisse se jeter sur un enfant qui est de 4 ans, 5 ans. Et ce qui nous a amené à faire une étude au niveau des centres de détention et à la maison centrale pour vérifier l'état mental des auteurs d'agressions sexuelles. Les résultats de cette enquête menée à la maison centrale et autres lieux de détention à l'intérieur du pays révèlent que la moitié des condamnés pour viol disposaient de toutes leurs facultés mentales au moment des faits. Seulement 15% souffraient de maladies mentales et le reste était sous l'effet des stupéfiants. Je pense que on ne peut plus se refuser sur le terrain de la maladie mentale pour ça ne peut justifier un acte de viol. Voilà. Donc on a des chiffres qui montrent que ces auteurs disposent réellement de leur capacité mentale. Donc je crois que c'est un vrai problème de société auquel tout le monde doit faire face. Puis, de plus en plus d'enfants sont impliqués dans des agressions sexuelles, soulignent ces médecins légistes. Cela pourrait s'expliquer par leur environnement vital, l'influence des réseaux sociaux, mais aussi la défaillance de l'encadrement familial. Il faut sensibiliser les enfants à bas âge pour leur expliquer qu'on ne doit pas s'en prendre à une personne plus faible que vous. Parce que quand on dit violence basée sur le genre, ne voyez pas seulement les filles. Si la grande sœur, parce qu'elle est plus forte, se met à frapper son frère parce qu'elle pense que c'est une autre forme de violence basée sur le genre. Au niveau des adultes, beaucoup ont trouvé des astuces pour pouvoir continuer à violenter leurs partenaires dans l'impunité totale, regrette cet officier de la police judiciaire. Les cas qu'on reçoit ici sont tellement fréquents, mais beaucoup n'aboutissent pas. Les raisons sont simples. Les femmes, soit elles finissent par lâcher la procédure sur le poids des pesanteurs socio-culturelles. Elles portent plainte, mais elles ne tiennent pas la procédure jusqu'au bout parce que les hommes aujourd'hui, ils ont trouvé la stratégie pour faire peur aux femmes. Si tu m'envoies à la gendarmerie, je divorce. Donc ce mot fait que certaines femmes aujourd'hui préfèrent garder leur foyer et perdre leur vie. Garder le foyer et perdre sa vie. Cette activiste de la société civile pense que les raisons qui poussent des femmes à se taire sur les violences conjugales sont ailleurs. Une femme qui peut se nourrir, qui peut s'habiller, qui peut se soigner et qui peut prendre soin de ses enfants, il y a des violences qu'elle ne supportera jamais dans un ménage au nom de quoi que ce soit. Elle va quitter, installer ses enfants, utiliser ses moyens, élever les enfants jusqu'à ce qu'ils puissent être utiles à la société. En plus des pesanteurs socio-culturels, ces officiers de la police judiciaire sont confrontés à d'autres obstacles qui les empêchent de mener à terme certaines procédures judiciaires. Il y a certaines formes d'infractions qui ne sont pas répertoriées dans notre code pénal. Donc c'est ce qui bloque des fois la procédure. Lorsqu'une femme te dit que mon mari m'a boudé à la maison, il y a des hommes qui ont pour spécialité soit qui refusent carrément de manger ou qui refusent le devoir conjugal. Vous verrez que ça, c'est des formes d'infraction, c'est des formes de souffrance morale que les femmes sont en train de vivre, mais tu verras que c'est un vide juridique dans le code pénal. Le Fonds des Nations Unies pour la population a mené une étude sur l'impact du Covid-19 sur les violences basées sur le genre en Afrique de l'Ouest et du Centre. Les résultats du rapport révèlent qu'au Mali, au mois d'avril 2020, le taux de VBG a augmenté de 35%.
Les violences basées sur le genre, le grand format de la rédaction d'Espace TV dans la rubrique Notre Angle. Et bien, c'est ce grand format qui met fin à cette édition du 22h. Merci de votre aimable attention. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Je vous laisse en compagnie des échos de la campagne. Bonsoir chez vous. Prenez soin de la Guinée, notre bien commun. Arrivé au centre-ville de la préfecture, le cortège du docteur Ousmane Kaba a fait le tour des quartiers de la commune urbaine de Boké avant de rallier la grande mosquée pour la prière de 14 heures. De là, le président du PADES s'est rendu à la place de l'indépendance pour s'adresser aux militants et sympathisants de son parti. Cette ville martyre de Boké, c'est le lieu de dire que les villes de Boké et de Bofa sont des hauts lieux de l'industrie de la bauxite. Aujourd'hui, la Guinée a le triste record d'être aujourd'hui avec plus de 75 millions de tonnes comme le premier exportateur mondial de la bauxite et le plus misérable. Nous sommes à la fois champion de la bauxite et champion de la pauvreté. Très satisfait de la mobilisation, le fédéral du PADES à Boké a exprimé sa gratitude à l'endroit des Kakandeka et les a invités à voter massivement au président du PADES pour la présidentielle du 10 octobre prochain. Les sages, les vieux qui ont déjà compris, il est l'heure du changement. Kakandé, vous venez de témoigner votre attachement aux idéaux du président de la République, le futur président dès le 18 octobre. Engagé sur le terrain pour la victoire incontournable en faveur du Parti des démocrates pour l'espoir, cette autre militante pense qu'avec ce parti de Dr Ousmane Kaba, la Guinée amorcera son développement. Monsieur le Président, sinon que satisfaite de votre arrivée dans Kakandé, l'honneur nous échoit de vous réaffirmer notre totale disponibilité à voter pour vous en toute sincérité le jour du scrutin. Pour les Landouman, pour les Bagas, je vous remercie. Vive le PADES, vive Dr Ousmane Kaba pour le rétablissement de la paix en Guinée. De Boké, le président du PADES a été reçu par les militants et sympathisants de son parti à Dubrika avant de regagner la capitale Conakry. Alpha Condé a accueilli à grande pompe à Nzérékoré. Une réception qui sonne comme une réponse à la récente mobilisation des Cellou Dalein Diallo dans la capitale de la région forestière. Du haut de cette tribune, le chef de l'État s'est lâché dans un discours de près d'1 heure. Nous avons des gens qui n'ont pas de programme, qui ne font qu'insulter, mentir, casser les mettre les enfants dans la rue, tuer les enfants des gens. Si la Guinée était à terre en 2011, c'est la faute de qui? De ses premiers ministres qui ont utilisé tout l'argent pour eux. Et on sait qu'il est un des plus grands immobiliers, propriétaires d'immeubles à Dakar. Voilà ce que j'ai mis le pied à terre. Les comptés les a maudits. Il a dit, vous allez payer. Alpha Condé impute le retard de la Guinée aux anciens ministres du président Lansana Conté. Il ne laissera pas le pouvoir dans la main des fossoyeurs, dit-il. Je ne vais pas laisser la Guinée à ces fossoyeurs qui nous ont tant fait du mal. Je veux laisser la Guinée à la jeunesse. À la jeunesse qui n'a pas volé, qui n'a pas pillé, qui comprend le nouveau monde, qui maîtrise l'informatique, qui sera en pleine révolution. Alors jeunes, soyez prêts à prendre le pouvoir. Au leader politique qui le qualifie de vieillard malade, Alpha Condé laisse croire que sa campagne par visioconférence dénote une révolution numérique en Guinée. Par ailleurs, le directeur national de la SEG affirme que la mobilisation de ce dimanche confirme la victoire du 18 octobre. Ce que j'ai vu, je peux encore prouver une fois de plus qu'il reste du côté du professeur
Alpha Condé, la population des Zéréko, la population de la Guinée forestière a encore démontré aujourd'hui à la face du monde que le professeur Alpha Condé reste le président du peuple de Guinée, reste le président de la nation guinéenne. À travers ce meeting, les partisans du RPG Arc-en-Ciel ont réaffirmé leur attachement aux idéaux du président de la République. Plusieurs mouvements de soutien politique en faveur du parti au pouvoir se sont mobilisés, une manière d'exprimer leur satisfaction de la décennie de mandat du président Alpha Condé et leur adhésion aux actions du développement et de continuité. Aujourd'hui, nous avons demandé à rassembler le CAS de Conakry. Il ne s'agit pas de rassembler que la foule. Nous, notre mission, c'est de faire voter les Guinéens et les Guinéennes en faveur du professeur Alpha Condé. Nous avons voulu nous compter et c'est pourquoi nous avons demandé exclusivement à nos adhérents de venir apporter leur soutien à la candidature du professeur Alpha Condé. Malick Sankon invite les populations à consolider l'unité nationale et la paix. Il a ensuite expliqué comment voter pour le candidat du RPG Arc-en-Ciel, le président Alpha Condé, et d'insister sur le retrait des cartes électeurs. Ces militants se sont toujours battus à côté de l'Alpha. Notre reconnaissance, nous ne pouvons la manifester qu'à travers ceci que nous leur avons remis. Une pensée spéciale à mon ami personnel. Après ce meeting, Malick Sankon et sa délégation ont été accueillis par un bain de foule à Tombolia, dans la commune de Matoto. Et là aussi, ils ont invité tout un chacun à soutenir le candidat du RPG Arc-en-Ciel, Alpha Condé. Nous sommes attendants dans la préfecture de Breka, accompagnés d'une délégation composée des ministres, députés et autorités locales à la rencontre des militants du RPG. La ministre de l'Énergie invite les militants des différents districts à se mobiliser pour garantir une victoire certaine au candidat du RPG Arc-en-Ciel. Nous sommes rassurés qu'à Ouassou, c'est 100%. Nous avons compris que le président de la République n'est plus à présenter ici parce que nous savons tous les travaux qu'il a eu à réaliser ici. Nous voyons des écoles ici, des forages y compris des hôpitaux. Si le professeur est réélu, vous verrez autre réalisation ici que ça. Mobilisez vos voisins, vos frères et sœurs à aller voter le 18 octobre étaient les messages de sensibilisation à l'endroit de ces militants avec pour slogan de campagne « Ensemble pour une prospérité partagée ». De Fallé Sadé, en passant par Ouassou, les militants se sont mobilisés. La reconnaissance est pour moi la mémoire du cœur. Donnons-nous ensemble la main pour qu'il continue ses œuvres. Pendant, nous comptons sur vous. Comme d'habitude. Il est temps de se prémunir de sa carte d'électeur pour que le 18 octobre, chacun vote dans la transparence, dans la paix et sans violence. Si le pays est calme, c'est dans ça que nous pourrons réaliser nos... Si vous prenez votre carte, allez-y voter directement. Une manière de montrer notre engagement auprès du professeur Alpha Condé. Les membres du comité central du RPG Arc-en-Ciel et coordination préfectorale du parti à Breka se disent rassurés de la victoire de leur candidat au soir du 18 octobre prochain.